Bienvenue à la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. De prime abord, l'actuelle cathédrale de Dijon est un bel édifice gothique, sans être exceptionnel, construit entre la fin du XIIIe siècle et celle du XIVe. Et pourtant, elle est célèbre. Mais ce qui fait sa célébrité est caché. C'est sa crypte actuelle, vénérable vestige d'un des plus extraordinaires édifices érigés en Europe il y a 1000 ans. À cette époque, Dijon n'était pas encore élevé au rang de siège épiscopal, mais appartenait au diocèse de Langres, à 65 km plus au nord. Ici existait alors un monastère de moines bénédictins, né autour d'une tombe vénérée depuis un autre demi-millénaire déjà. C'était celle d'un nommé Bénigne, Bénigne le bien bon, le bienfaisant, que la population locale remerciait de guérisons et autres miracles, si bien qu'une première église, dite basilica, lui fut érigée au début du VIe siècle. Les reliques vénérées y furent solennellement réinstallées le 24 novembre 511. L'évêque Grégoire de Langres fonda cette église après avoir vu en rêve le saint homme. Celui-ci se plaignait de ne pas avoir de sanctuaire digne de lui, malgré la ferveur populaire entourant sa tombe. Des clercs allaient bientôt y célébrer les offices, accueillir les pèlerins, donner forme à la mémoire de Bénigne. Dès le VIe siècle, ils rédigèrent plusieurs textes en l'honneur de leur saint patron. Sur la base de ces écrits, la tradition voit en Bénigne l'évangélisateur de cette partie de la Gaule qui allait devenir la Bourgogne. Il aurait été victime de persécutions au IIe ou IIIe siècle, après avoir baptisé saint Symphorien d'Autun et plusieurs autres figures éminentes des premiers temps chrétiens dans la région. Bref, l'homme clé de la christianisation du pays, qui aurait reçu le baptême de nul autre que saint Polycarpe, disciple direct de l'apôtre Jean. Le récit de son martyre ne pouvait que rehausser davantage son prestige. Les pieds scellés dans une auge remplie de plomb fondu, des haleines brûlantes enfoncées sous les ongles, enfermé avec 12 chiens affamés et furieux, la tête brisée avec une barre de fer et un coup de lance pour l'achever. Les statues, peintures et bannières montrant Bénigne représentent minutieusement la plupart des instruments de son martyre. En 751, la congrégation de Saint-Bénigne regroupe des prêtres, des diacres, des lecteurs et des clercs ayant le statut de chanoine sous la direction d'un abbé. Pour se faire une idée de l'église de ce temps, il faut peut-être se tourner vers des édifices allemands. La chapelle de Sainte-Brigitte, près de Fritzlar, de la même époque, ou l'église d'Éginard, le biographe de Charlemagne, à Michelstadt. En 869, l'évêque Isaac de Langres établit à Saint-Bénigne l'observance monastique sous la règle de Saint-Benoît. Malgré une richesse certaine, l'abbaye semble connaître un déclin, en même temps que l'Empire carolingien. C'est à un personnage hors du commun que la communauté monastique, son église, ainsi que la mémoire et le culte de Bénigne doivent leur essor définitif. Guillaume de Volpiano. Cet Italien, connu au Moyen-Âge sous le nom de Guillaume de Dijon, est un parent du roi d'Italie et filleul de l'empereur Othon Ier. C'est un jeune homme de 25 ans quand il arrive à Cluny en 987 dans la suite de l'abbé Mayol. 2 ans plus tard, à la demande de l'évêque de Langres, Brunon de Roussy, il est chargé de réformer l'abbaye Saint-Bénigne de Dijon. Ce sera le début d'une œuvre touchant plus de 40 monastères de la Bourgogne à la Normandie. La réforme de Guillaume ne se limita pas à l'organisation interne spirituelle et matérielle, mais trouva son expression grandiose dans l'église abbatiale. Admirée comme exceptionnelle dès sa consécration solennelle, elle comportait notamment une magnifique rotonde de 3 étages. Sur ce dessin moderne, 2 seulement sont bien visibles car le niveau du sol s'est élevé. Dès 1137, un incendie la ravagea, rendant nécessaire une reconstruction de la nef en style roman. Celle-ci allait à son tour céder la place à l'édifice gothique actuel, par suite de l'effondrement de la plus grosse tour de l'église en 1271. Il fallut plus d'1 siècle aux abbés successifs pour réunir les fonds nécessaires
à son achèvement. À cette époque, la situation matérielle de l'abbaye était déjà difficile. Les guerres et épidémies du XIVe siècle l'aggravèrent encore. C'est pourtant l'abbatiale gothique qui allait, pendant un demi-millénaire, accueillir les joyeuses entrées des ducs de Bourgogne, puis des rois de France et de leurs gouverneurs, les princes de Condé, dans leur bonne ville de Dijon. Malgré bien des vicissitudes, la grande abbaye dijonnaise subsista jusqu'à la Révolution. Celle-ci marqua un tournant essentiel dans son histoire, en mettant en 1792 l'ancienne abbatiale bénédictine à la disposition du jeune évêché de Dijon, créé en 1731. Cette réaffectation eut pour conséquence la démolition des étages supérieurs de la rotonde de l'an 1000. Son étage inférieur et une partie de l'église adjacente de Guillaume de Volpiano, autour de la tombe du saint patron, enseveli, ne furent redécouverts qu'au milieu du XIXe siècle. Leur restauration s'échelonna jusqu'en 1888. C'est à leur découverte que nous vous invitons maintenant. Pour cela, nous traversons la nef de l'église gothique et la chapelle de la Vierge qui jouxte le chœur au sud. Pour accéder aux vestiges des constructions de Guillaume de Volpiano, nous prenons le couloir de la sacristie construite au XIXe siècle. Les portraits des évêques de Dijon, depuis le XVIIIe siècle, nous y accueillent. Nous descendons par l'escalier aménagé après la redécouverte du niveau inférieur de la rotonde, accueilli au passage par une statuette de Bénigne. Un plan nous permettra de nous orienter. L'escalier nous conduit à l'extrémité sud du transept de l'église, le numéro 1 sur ce plan. À partir d'ici, nous allons progressivement explorer les constructions autour de la tombe du saint patron, puis la rotonde et la chapelle orientale dédiée à saint Jean-Baptiste. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'église de Guillaume de Volpiano comportait 2 étages. La rotonde qui l'a prolongée à l'est en comptait même 3. L'escalier nous a menés à l'étage inférieur de l'église, l'étage supérieur ayant été remplacé par les églises ultérieures construites successivement au même endroit jusqu'à la cathédrale gothique que nous venons de traverser. 2 absides s'ouvrent sur le bras sud du transept, tout comme sur son jumeau au nord de la tombe. Au mur, une grande plaque en pierre a été apposée après la redécouverte et restauration de la crypte. Elle rappelle les nombreuses tombes situées jadis autour de celle de Saint-Bénigne. Notons, parmi les noms cités, ceux de l'évêque Isaac de Langres, réformateur de l'abbaye au IXe siècle, et de la bienheureuse Alette, mère de Saint-Bernard. La première absidiole que nous découvrons, en débouchant de l'escalier, est aussi la mieux conservée. Ces murs datent des toutes premières années du XIe siècle, c'est-à-dire du début de la construction de l'église de Guillaume de Volpiano. La voûte qui la surmonte est la seule qui soit d'origine, les autres ayant été percées en 1792 pour combler l'étage inférieur avec les gravats des constructions supérieures. Elles ont été refaites lors des restaurations du XIXe siècle. À cette occasion, des oculi pour l'éclairage ont été aménagés dans plusieurs travées. La partie visible du bras sud du transept est suffisante pour donner une idée de l'ampleur de la construction de Guillaume, avec ses 4 rangées de colonnes qui avaient leur équivalent dans le bras nord. Certaines sont d'origine, d'autres ont été remplacées. Les chapiteaux sculptés, replacés sur des colonnes dans cette partie de l'église,
compte parmi les tout premiers de l'art roman en Bourgogne. Dans le traitement des feuillages, et avec l'insertion de petits cartouches rectangulaires entre les volutes aux angles, il dénote une influence italienne, sans surprise de la part d'un maître d'ouvrage qui garda toujours le contact avec son pays d'origine au point d'y fonder même un monastère. Certains sont des créations fort originales. L'un d'entre eux, dans l'angle nord-ouest de cet espace, associe des têtes d'animaux, probablement des chevaux, à des feuillages dans la tradition antique et à des entrelacs représentant des serpents qui font plutôt penser à des enluminures carolingiennes. Dans la plus grande des absidioles, le numéro 2 sur le plan, a été replacé un chapiteau fascinant qui combine sur ses 3 faces visibles des personnages humains en attitude de prière avec un exubérant décor végétal dont la coiffure de chaque personnage semble faire partie. Les restaurateurs du XIXe siècle, désireux de rendre à la crypte son atmosphère sacrée d'antan, ont rétabli des autels dans les absidioles à la suite de l'installation de celui dédié à Saint Bénigne dans la rotonde adjacente. Quelques pas plus loin, 3 marches descendent vers l'espace autour de la tombe du saint patron. Le sol en mosaïque qui l'entoure est du XIXe siècle, mais inspiré d'exemples anciens. Ces grosses colonnes sont d'origine, tandis que les plus fines, sur le mur du caveau, ont été refaites lors de la restauration. De même que, plus récemment, le sol du caveau composé de pierres de forme irrégulière, dont l'une pourrait être d'origine. Du sarcophage, seule la dalle qui formait son fond est conservée. À partir des proportions habituelles d'un tel sarcophage antique, on peut reconstituer son aspect, comme le montre un panneau posé sur le mur entourant le caveau. La forme rectangulaire et la hauteur égale d'une extrémité à l'autre attestent son ancienneté, bien antérieure à l'époque mérovingienne. On sait que Guillaume de Volpiano le fit déplacer un peu vers l'est par rapport à son emplacement originel. Tout était prévu pour que clergés et pèlerins puissent déambuler autour du sarcophage dans un vaste espace, petite forêt de colonnes traversée de la lumière. Aux fenêtres, aujourd'hui bouchées, du transept et de la nef basse s'ajoutait celle de la rotonde voisine, laquelle comportait en son centre un véritable puits de lumière. Point ici de mur enfermant une étroite cella, comme dans les sanctuaires carolingiens, mais une large zone ouverte, située exactement au milieu entre le portail occidental de l'église de Guillaume et la chapelle prolongeant la rotonde vers l'est. Ces aménagements connurent cependant quelques modifications qui ne sont pas toujours faciles à situer dans le temps. Mais on voit qu'une fenestella, aujourd'hui murée, a existé à l'extrémité ouest de la tombe. Elle offrait celle-ci au regard des pèlerins venant de la nef sans qu'ils n'aient à pénétrer dans le caveau. De l'autre côté de la tombe, le bras nord du transept était le jumeau de celui situé au sud. Il est toutefois un peu plus court, car il butait contre le bâtiment des moines, à l'est du cloître. Nous y trouvons, les numéros 4 et 5 sur le plan, les mêmes absidioles, la même maçonnerie d'origine dans le mur nord, mais la zone dégagée est moins vaste qu'au sud, car réduite au XIXe siècle par un mur moderne à l'ouest. Dans l'absidiole nord, nous remarquons 2 chapiteaux sculptés. L'un, inachevé, montre l'ébauche d'un orant. L'autre est simplement orné de feuilles stylisées aux angles. Retournons maintenant en direction de la tombe. Avant de poursuivre nos découvertes dans la rotonde, arrêtons-nous un instant devant la colonnade qui entoure le caveau. Ces 2 colonnes centrales sont surmontées de chapiteaux sculptés d'une grande force expressive.
Ils ont été tournés de 90, voire 180 degrés lors du remontage, mais se trouvent à leur emplacement initial. Leurs positions originelles, précises, sont connues par des descriptions du XVIIIe siècle. Peuplés d'êtres fantastiques, ils combinent des sources d'inspiration diverses. Orfèvrerie, voire étoffe byzantine pour les formes, la vision d'Ézéchiel pour les contenus, à savoir le tétramorphe, les personnages aux angles en lutte avec des monstres, ainsi que le centaure sur l'un des chapiteaux, illustrent dramatiquement la lutte de l'âme humaine entre force du bien et force du mal. La rotonde était l'élément de l'église de Guillaume de Volpiano qui exprimait le plus puissamment l'ambition de sa fondation. Le choix même de cette forme l'inscrivait dans la lignée des édifices les plus prestigieux, à savoir la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, fondée par Charlemagne, Sainte-Vitale de Ravenne, le modèle direct de cette dernière, l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, érigée par Constantin, voire le Panthéon romain. L'espace central est entouré de 3 cercles concentriques de supports portant les voûtes. Huit colonnes avec chapiteaux pour le cercle intérieur, 16 pour le médian, et une alternance de 24 demi-colonnes, faibles et fortes, délimitation le long du mur périphérique. À l'origine, le centre était vide. Aucun autel n'était placé dans ce vaste espace de circulation dédié à des liturgies processionnelles. Le mur périphérique était percé de fenêtres à chaque étage. Mais c'était l'ouverture centrale, dans la voûte, qui devait conférer son atmosphère particulière à cette rotonde. Celle-ci comptait 3 étages, tous ouverts par des arcades sur l'espace central. 4 fenêtres, 2 au nord-est et 2 au sud-est, ainsi que 2 soupiraux, ajoutés à la luminosité du niveau inférieur. Seuls 2 chapiteaux du cercle médian arborent un décor sculpté figuratif. Sous la forme de figures d'orants en prière, ils présentent des degrés d'achèvement variés. On pense que ces chapiteaux étaient rehaussés de couleurs et que d'autres portaient un décor peint, sans être sculptés. Les murs et les colonnes étaient enduits. Du côté du nord, plusieurs demi-colonnes adossées au mur enveloppant portent encore des traces d'un décor peint de faux joints, imitant une construction en pierre régulièrement appareillée. Jusqu'à présent, cet enduit n'a pu être daté avec précision. Au nord, comme au sud, le mur comportait des passages aujourd'hui en grande partie murés. Ici, débouchaient des escaliers en spirale, communiquant avec les étages supérieurs, pris dans l'épaisseur de la maçonnerie. Ils formaient ainsi 2 tours, à moitié en saillie par rapport à la rotonde proprement dite. Du côté nord, une ouverture fermée par une grille permet d'apercevoir l'entrée de l'escalier. Derrière la tombe du premier archevêque de Dijon, Monseigneur Colony, se trouve le dispositif équivalent situé au sud et retrouvé récemment par une fouille archéologique. L'étage médian avait le même plan général que l'étage inférieur conservé et communiquait avec le niveau supérieur de l'église abbatiale. À la suite des reconstructions romanes puis gothiques de la nef, de nouvelles communications, aujourd'hui disparues, furent aménagées. Le 3e niveau de la rotonde, entre les tours d'escalier du nord et du sud, devait être ouvert sur une galerie dans le cœur de l'abbatiale de Guillaume. Il était surmonté d'une tour-lanterne pour protéger l'intérieur de la pluie tout en assurant l'éclairage zénital. Conformément au mode de pensée symbolique des clercs du Moyen-Âge, chaque étage était consacré sous un vocable particulier, dans une progression montant de l'humain vers le divin. Saint Jean-Baptiste au niveau inférieur, la Vierge Marie au niveau médian et la Sainte Trinité au niveau supérieur, le plus proche du ciel. Ces 2 derniers niveaux comportaient chacun plusieurs autels.
À l'est, l'édifice se prolongeait par une petite chapelle, également à 3 niveaux, dont seul le premier subsiste. C'est là que nous nous rendons maintenant. Depuis la rotonde, quelques marches montent vers une première pièce formant un vestibule. Il est possible que cette pièce voûtée d'arêtes ait appartenu aux constructions de l'époque carolingienne. D'ici, un couloir conduit à la chapelle proprement dite. Cette petite pièce rectangulaire, entourée de murs épais, est éclairée à l'est par 3 fenêtres au-dessus de l'autel. Des banquettes en maçonnerie, d'une époque inconnue, consolident le bas des murs. Il s'agit probablement d'une construction antérieure, peut-être les restes d'un mausolée du VIe siècle, d'après les dernières recherches, intégrées à celles de Guillaume de Volpiano. Depuis sa restauration à la fin du XIXe siècle, quelques éléments de décor sculptés et un sarcophage d'enfants d'époque mérovingienne y sont exposés. Une inscription funéraire pour un moine a été incorporée dans le mur sud. Depuis le couloir entre le vestibule et la chapelle, des portes au nord et au sud donnent accès à des dégagements créés au XIXe siècle pour assainir l'extérieur des vestiges. Ici ont été replacées des colonnettes trouvées lors de ces travaux. Dans chaque fenêtre du vestibule, au nord comme au sud, une claustra romane a été reconstruite à partir d'éléments trouvés dans les fouilles. Au-dessus de cette chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste, 2 autres niveaux abritaient des autels consacrés respectivement à la Vierge et à Saint Michel. Disparus en 1792, ils avaient déjà été remaniés à plusieurs reprises, probablement dès le XIIe siècle. Depuis la porte, entre le vestibule et la rotonde, le regard embrasse l'espace dégagé autour de la tombe de Saint Bénigne. Malgré la disparition des étages supérieurs, et même si la majeure partie de l'église inférieure, construite par Guillaume de Volpiano, reste cachée sous la cathédrale gothique actuelle, l'ensemble formé par la salle basse de la rotonde et les bras du transept autour de la tombe de Saint Bénigne témoigne puissamment de l'ambition du grand abbé de l'an 1000 et de la toute première floraison de l'art roman en Bourgogne. Merci de nous avoir accompagnés dans cette visite virtuelle. Nous espérons qu'elle vous a plu. Elle tenait compte des connaissances historiques et archéologiques à jour au début de 2017, mais de nouvelles découvertes restent possibles. Vous serez les bienvenus pour les partager lors d'une autre visite. Au revoir et à bientôt.
la chance de pouvoir rencontrer l'archéologue Christian Sapin, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a dirigé les fouilles de sites aussi éminents que le Mont-Saint-Michel, Vézelay, Saint-Germain-d'Auxerre et aussi est intervenu ici à Saint-Bénigne. Allons le rejoindre. Bonjour Christian Sapin. Bonjour. Vous qui êtes historien et archéologue du Moyen-Âge, spécialisé dans la période couvrant l'art roman et ce qui a précédé, le carolingien, l'ottonien dans le Saint-Empire, vous vous êtes intéressé à cette rotonde et d'une manière plus générale à ce que fut l'abbatiale de Saint-Bénigne. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. J'avais travaillé longtemps sur Flavigny, où il existe une rotonde carolingienne, et sur Saint-Germain-d'Auxerre. Et une des questions qui m'importait, c'était de voir est-ce qu'à Saint-Bénigne, on avait aussi ce système-là. En quelque sorte, comment passait-on d'un type de construction tout à fait bien placée à l'époque carolingienne, avec des fonctions particulières, et cette grande rotonde. Cette grande rotonde de Guillaume de Volpiano, donc construite au début du XIe siècle, et qui est unique en soi, mais qui reprend malgré tout donc, des dispositifs antérieurs. Et ici, ce qui est intéressant par rapport à les constructions qu'on connaît bien pour l'époque carolingienne, c'est un développement autour du tombeau du saint, et plus cet espace cloisonné que nous avions notamment dans ces cryptes et ces confessions carolingiennes. Et en quelque sorte, on a une invention ici. On a quelque chose qui prépare véritablement à l'architecture romane. Il y a à la fois cette relation tombeau, il y a les chapelles associées, ces chapelles pour les messes privées que vont pouvoir célébrer les moines prêtres pour le repos des défunts, et puis cette grande rotonde qui est vide et qui nous donne l'idée en quelque sorte de l'anastasis du tombeau du Christ à Jérusalem avec le vide de la résurrection. Donc cette association que visiblement voulue par Guillaume de Volpiano, avec d'autres modèles, comme ça a été rappelé, de construction antique comme le Panthéon à Rome, eh bien ce modèle-là, cette architecture-là, c'est vraiment un renouveau qui va avoir une grande influence sur l'architecture romane. Donc il y a l'architecture et puis il y a la sculpture aussi qui est ici tout à fait dans ses prémices. Nous sommes ici devant les vestiges du sarcophage de Saint-Bénigne, c'est-à-dire l'élément qui a donné naissance aux églises successives en ce lieu. Combien de temps avez-vous travaillé ici? À quels aspects vous êtes-vous particulièrement intéressé? Et surtout, qu'avez-vous découvert de nouveau? Les travaux archéologiques que nous avons pu mener ici ont été engagés dans la continuité de ces travaux de recherche qu'avait conduit pendant plusieurs années Caroline Malone, notre collègue américaine. À quelle époque? Dans les années 76-80, et qui avait posé un certain nombre de questions. Et comme ça nous intéressait aussi avec mon équipe d'aller plus loin sur les origines de ce lieu, effectivement, on a pour la première fois depuis les années 20-30 fait des recherches autour du tombeau. On a démonté une partie du sol et retrouvé la fosse d'inhumation du sarcophage, qui ici est dans une présentation en quelque sorte moderne. Certains historiens récents, comme Laurent Dionnecker, avaient repris l'ensemble des sources et des textes, bien montré aussi les différents aménagements qui s'étaient produits autour du tombeau au XIe, XIIe, XIVe siècle. Donc fatalement, il fallait comprendre tous ces changements et quelques indices sont apparus lors de ces travaux. Et dans ces indices, ce qui était le plus intéressant, bien sûr, c'est dans la partie occidentale, dans cette arrondi sans petite abside, qui pouvait être à l'origine une première abside plus ancienne, mais en réalité, ce qu'on a découvert, ce n'est pas une ancienneté, mais c'est la présence d'une fenestella bouchée, qui montrait que de l'autre côté de cette ouverture, des fidèles, des moines, pouvaient se trouver et voir le tombeau sans pénétrer dans cet espace. Donc, pour la compréhension aussi de l'organisation de ce lieu, cette découverte archéologique est évidemment fondamentale. L'étude des enduits nous a permis de montrer qu'on était véritablement dans un aménagement datant de l'époque de Guillaume de Volpiano,
et pas dans une construction beaucoup plus ancienne comme on aurait pu aussi l'imaginer. Donc nous comprenons mieux comment a vécu à travers les siècles cet élément central de toute l'architecture de Saint-Bénigne, mais est-ce que vous avez aussi fait des découvertes dans d'autres parties du bâtiment? Nous avons travaillé à la fois dans cet espace occidental, mais aussi dans les parties orientales, car une des questions qui était posée, c'était l'interprétation des textes au moment des travaux de Guillaume de Volpiano, qui dit qu'il déplace le sarcophage. On ne sait pas de combien il déplace le sarcophage. Et donc, les quelques sondages qu'on avait pu faire dans le passé sur la rotonde montraient que tout avait été excavé, donc le niveau ancien avait disparu. Par contre, dans la partie orientale, dans la mesure où on monte quelques marches, on avait peut-être des chances de trouver des indices. On entre dans un premier espace, qui est une transition qui a été faite à un moment, peut-être entre l'époque carolingienne et l'époque romane, entre la partie orientale qu'on va regarder et puis la rotonde. On y a retrouvé sur ces élévations des enduits, des traces aussi de joints, c'est-à-dire quelque chose qui avait été bien aménagé avec probablement aussi une porte ici, dont on devine ici la figure. Donc un espace qui, en quelque sorte de sas, qui ouvrait vers une partie importante. Cette partie était à l'origine surélevée. Ici, on s'est aperçu qu'on avait le sol géologique qui était présent, donc tout avait été excavé, descendu, mais à l'origine, le niveau était à peu près là. Et ça signifie, à travers nos observations, que les constructeurs, ceux qui avaient aménagé cet espace-là, ou réaménagé à l'époque du Guillaume de Volpiano, ont modifié évidemment ce qui existait auparavant. Donc on a des départs ici d'enduits qui se retournent, on a plusieurs indices d'une voûte, et tout porte à croire, à travers l'étude des enduits, des mortiers, qu'on a affaire à une construction bien antérieure, probablement un mausolée funéraire qu'on a pour l'instant situé plutôt au VIe siècle. Et maintenant, l'aménagement, évidemment, est plutôt un aménagement moderne, avec ses banquettes, cet hôtel, ce triplet d'ouverture. Tout ceci date, ainsi qu'une partie de la voûte, de la restauration du XIXe siècle. Ce que je voulais regarder, c'est si c'était aussi dégradé. Voilà. Ça, c'est un très beau fragment d'un élément de chancel carolingien, typique avec ces entrelacs à trois brins, qui a été inclus ici avec d'autres éléments au XIXe siècle, et ça provient évidemment des découvertes lors des dégagements de cette partie de la crypte. Et là aussi, un petit chapiteau, peut-être un petit chapiteau d'hôtel, et d'autres éléments qui sont des éléments assez rares. Hein. On n'en a pas tellement pour la construction carolingienne, on n'a pas beaucoup d'indices, et là, ça fait partie des témoignages des aménagements liturgiques, du renouveau liturgique à Saint-Bénigne de Dijon au IXe siècle. Effectivement, des témoignages rarissimes. Voilà. Et tout ceci, évidemment, est inclus dans cette partie restaurée, cimentée, qui sera l'objet prochainement de restauration. Ici, une fenêtre Cette ouverture, c'est une ouverture archéologique, c'est-à-dire pour étudier les mortiers, faire des constatations, montrer que cette partie-là de Saint-Bénigne appartient à une phase bien antérieure à la construction romane de Guillaume de Volpiano. On a également un petit sarcophage ici, qui est typique des sarcophages bourguignon-champenois, c'est-à-dire fin 6e, 7e siècle, qui montre que, aussitôt qu'a commencé le culte autour de Bénigne, on a cherché à être inhumé à proximité, ce qu'on appelle ad sanctos. Donc il y a cet élément-là qui a été trouvé lors des fouilles, et puis au-delà de ce mur, on peut voir encore un élément, un sarcophage en place de cette période du Haut Moyen-Âge. Et cette piscine? La piscine appartient aux aménagements gothiques dans cette partie-là de l'église. Ça montre qu'on a évidemment continué à utiliser cette partie orientale comme chapelle. Cette
sait-on de quelle époque datent les deux portes qui ouvrent vers les couloirs et dégagements du XIXe siècle? Ce sont des ouvertures réaménagées au XIXe siècle. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui se passait auparavant. Parce que là, on voit très bien qu'on a ces parois qui tournent, qui sont taillées, les pierres sont vraiment taillées pour tourner. Donc visiblement, il y avait entre cette paroi-là et celle-ci un passage vers l'extérieur, qui traduisait aussi l'intégration de cette chapelle orientale dans un dispositif liturgique. Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur la partie la plus cachée, la moins accessible. Et je pense que pour les visiteurs, c'est un grand plus, en attendant peut-être un jour pouvoir participer à une visite et y accéder par eux-mêmes. À propos d'accès, il paraît qu'un escalier a été redécouvert. L'escalier pour la crypte. De la rotonde. De la rotonde. L'escalier de la rotonde, la partie sud. Actuellement, tout est protégé en attendant un jour de redégager et que cet escalier puisse être l'objet non seulement d'une restauration, mais peut-être d'un aménagement moderne pour pouvoir sortir de la rotonde. C'est un escalier qui appartenait effectivement, comme celui au nord, aux deux sources de dégagement pour monter dans les étages supérieurs. Et cet escalier est assez étonnant puisque le noyau central, au lieu d'être plein, est vide. Donc, ce qui signifie que l'on avait sans doute, comme pour la rotonde, l'idée d'amener de la lumière, c'est-à-dire qu'en montant dans l'escalier, on montait aussi vers la lumière. Que peut-on encore espérer retrouver sur la nef de l'église de Guillaume de Volpiano, de préférence sans faire s'effondrer la cathédrale gothique actuelle? Alors, c'est vrai que si un jour il y avait des travaux, des prolongements des recherches archéologiques, on pourrait mieux comprendre le système d'escalier et d'accès, mais surtout la partie occidentale. Car Caroline Malone a pu trouver le départ d'une abside occidentale, mais n'a pas pu fouiller sur une surface assez grande. Et donc là, on s'interroge sur la fonction de cette partie occidentale et la possibilité d'y avoir notamment l'emplacement, comme ça a été suggéré, d'un tombeau pour l'évêque de Langres à cet endroit. On peut, évidemment, les fouilles archéologiques sont sans fin. Ici, grâce aux travaux justement des années 70-80, on a beaucoup avancé. Les recherches sur les escaliers, les accès extérieurs ont également progressé. Ce qui nous manque maintenant, c'est plutôt les relations avec les parties monastiques. On pourrait imaginer un jour qu'on puisse retrouver le cloître de cette époque-là. Car il faut rappeler que dans le musée archéologique, on peut voir les vestiges de la salle des moines et de la salle du chapitre, et que cette salle du chapitre de l'époque de Guillaume de Volpiano, c'est-à-dire au début du XIe siècle, est des plus anciennes qu'on peut voir en Europe. Ces maçonneries, etc., datent de la même période que la rotonde où nous sommes. Donc c'est assez rare, on a très peu d'exemples, et surtout, on aurait là la possibilité de mieux saisir, en quelque sorte, la manière dont les constructeurs ici à Dijon ont appliqué les réformes carolingiennes dans un dispositif régulier d'organisation monastique. Merci Christian Sapin de ces explications, je devrais dire plutôt de cette véritable visite guidée archéologique de la crypte de Saint-Bénigne. Et merci surtout d'avoir accepté de partager avec nos visiteurs vos connaissances et vos découvertes personnelles en ce lieu exceptionnel. À bientôt! Nous avons pu réaliser ce film grâce à de nombreux partenariats et en particulier à celui de la Bibliothèque municipale de Dijon que nous en remercions chaleureusement car elle a mis gracieusement à notre disposition des dessins anciens, des gravures anciennes issues de l'exceptionnel fonds iconographique qui a déjà permis aux érudits depuis plus de 2 siècles d'étudier le passé architectural de cet édifice exceptionnel.
Pour approfondir cette première approche de la rotonde de Saint-Bénigne et de ce qui l'environne, nous vous proposons une sélection d'ouvrages adaptés à tous les goûts. Nous avons essayé de vous restituer aussi le Genius Loci, l'esprit du lieu de Saint-Bénigne, par la musique. Et ceci grâce à 4 partenariats avec des ensembles attachés à la cathédrale actuelle. En remontant dans le temps, il s'agit des Amis de l'orgue de la cathédrale de Dijon, de la Maîtrise de la cathédrale de Dijon, de l'ensemble Joseph Sanson et de l'ensemble des Ambrosiniens, spécialisés dans la musique médiévale, qui a su ressusciter le fond musical de Saint-Bénigne du temps de Guillaume de Volpiano. Vous en découvrirez la liste détaillée maintenant.